Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est une feuille de route pour l'avenir de la Guinée qui se dessine. Notre pays vient d'établir un nouveau cadre de réflexion avec la Banque mondiale en ligne de mire des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie. C'est également une avancée majeure pour la revalorisation de la fonction publique. Les examens professionnels sont lancés à Conakry et à l'intérieur du pays. Ces épreuves doivent permettre aux agents de faire évoluer leur statut au sein de l'administration. Le CHU donc a continué de moderniser ses pratiques médicales. Un groupe d'experts européens est en séjour de travail au sein de l'hôpital. Il lance les premières opérations de cœlioscopie, une technique révolutionnaire que vous allez découvrir dans ce journal. C'est un symbole de modernisation, de volonté politique, mais surtout de la Guinée qui avance. Le chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, a inauguré ce samedi le tout nouvel échangeur de Bambeto, une infrastructure moderne qui va transformer durablement la circulation, réduire les embouteillages et fluidifier les déplacements des milliers de citoyens qui empruntent chaque jour ce axe stratégique. Ce moment fort vient donc couronner un chantier lancé il y a plus de 3 ans lorsque le chef de l'État posait le 13 avril 2022 la première pierre de ce projet ambitieux. Ce jour-là, c'était une promesse. Aujourd'hui, c'est une réalité. Fatoumata Kourma. À Conakry, une page d'histoire s'est écrite aujourd'hui. Au cœur de Bambeto, ancien épicentre de tensions devenu symbole d'apaisement et de renaissance, des milliers de citoyens ont afflué pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance de ferveur populaire. Une cérémonie solennelle rassemblant autorités civiles et militaires, partenaires techniques et financiers, diplomates, sages et habitants de toute la zone. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya a été salué par une foule reconnaissante, consciente de la portée historique de ce moment. L'inauguration officielle de l'échangeur de Bambeto, un ouvrage stratégique qui transforme durablement la mobilité urbaine dans la capitale. Les allocutions se sont ensuite succédées. La gouverneure de la ville de Conakry a ouvert la série de prises de parole, souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et rappelant les chantiers majeurs déjà réalisés dans les quartiers stratégiques de la capitale. La ville de Conakry étant la capitale politique, économique et sociale de notre pays, la réalisation de cet ouvrage magnifique, grâce à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, et son engagement résolu en faveur du progrès, mais aussi l'accompagnement de qualité de nos partenaires au développement, notre pays, Conakry, connaît aujourd'hui une transformation qualitative. L'échangeur de Bambeto, mais aussi de Kagbele, sans oublier de 36 dans Sanoya, marque une étape majeure dans le développement de notre capitale Conakry. Celui de Bambeto s'inscrit pleinement dans une dynamique de symbole, la ferme volonté de bâtir une Guinée moderne et prospère. Situé au croisement des principaux axes routiers de Conakry, le carrefour de Bambeto connaissait depuis des années une congestion devenue insoutenable. Le rond-point saturé ralentissait la circulation, entravait les activités économiques et compromettait la fluidité urbaine. Avec cet ouvrage moderne, fruit du pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040, la transformation est à la fois radicale et spectaculaire. En l'espace de quelques jours, nous avons marqué notre histoire. Le 11 de ce mois, nous étions à Moribaya pour lancer le projet le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Et récemment encore le 12, c'est le forum de l'intelligence artificielle qui a appelé toute l'Afrique en Guinée. Et aujourd'hui, le 15 novembre, nous sommes ici pour inaugurer avec vous, Monsieur le Président, l'ouvrage moderne de Conakry que vous-même avez posé la première pierre. Et encore, on est là ce matin où ce chantier, vous l'avez suivi de bout en bout.
Nous avons observé vos visites nocturnes, Monsieur le Président. Vous avez suivi ce chantier avec beaucoup d'attention. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que ce chantier a été construit dans les normes prescrites dans les cahiers de charges. Les infrastructures modernes de Conakry, elles en font partie. Aujourd'hui, Conakry change de visage, Bambeto change de visage. Situé au cœur de la capitale, c'est un carrefour où nous connaissons beaucoup d'embouteillages dans le passé. Et aujourd'hui, il fait plaisir de passer à Bambeto sans vraiment se soucier des embouteillages. Et ça, c'est grâce à votre leadership, Monsieur le Président. Sous votre impulsion, le gouvernement a décidé désormais d'apporter une réponse visible et durable à toutes les infrastructures grâce au programme de Simandou. Il est important de souligner que le projet intègre également les ouvrages d'assainissement d'éclairage public. Bambeto, cet ouvrage vous appartient, c'est votre œuvre. Vous avez participé à 70% à la construction de cet ouvrage. Démarré en avril 2022, sous la supervision personnelle du président de la République, les travaux pilotés par le ministère des Infrastructures ont été financés à hauteur de 339,6 milliards de francs guinéens grâce à un partenariat solide entre le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et l'État guinéen. Le président du Fonds a salué la qualité de cette coopération et adressé ses félicitations au chef de l'État pour cet accomplissement majeur. For the exceptionally warm welcome. Permettez-moi, Son Excellence, tout d'abord, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité remarquable et l'excellente organisation de cette cérémonie d'envergure. Je souhaite également adresser nos sincères remerciements à l'homme de la République de Guinée au Koweït pour son rôle diplomatique actif dans le renforcement des relations de partenariat avec le Fonds cohésien et pour sa contribution à la concrétisation des aspirations de développement du gouvernement guinéen. La cérémonie d'aujourd'hui va au-delà de l'inauguration d'une infrastructure. Elle marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat solide et croissant qui unit l'État du Koweït et la République de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée a toujours démontré une efficacité remarquable, ainsi qu'un leadership exemplaire dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de développement à travers le pays. Le Fonds cohésien apprécie profondément cette collaboration et salue votre dévouement ainsi que votre vision. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du gouvernement guinéen visant à promouvoir les objectifs de développement durable dans l'ensemble du pays. Of the prosperous future of the Republic of Guinea. En 39 mois, le chantier a généré près de 900 emplois directs et indirects. L'échangeur offre désormais un passage souterrain de 263,20 mètres vers la T2, un passage supérieur de 271,20 mètres en direction de la route Le Prince, un carrefour giratoire central connecté à 8 bretelles de 2 fois 2 voies. Un ensemble conçu pour fluidifier durablement la circulation, réduire les accidents, accélérer les trajets vers les zones administratives et économiques et embellir l'esthétique urbaine de Bambeto. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné une orientation claire, transformer en profondeur le quotidien des Guinéennes et des Guinéens, fluidifier la mobilité urbaine et bâtir des infrastructures modernes dignes de notre vision nationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cet engagement devient une réalité. Avec ses 261 mètres linéaires, l'échangeur de Bambeto permettra premièrement de réduire significativement des embouteillages, deuxièmement, amélioration de la sécurité routière, troisièmement, une mobilité plus fluide dans l'un des carrefours les plus fréquentés de Conakry. Et quatrièmement, enfin, un désenclavement accru des quartiers environnants, particulièrement les quartiers de Amdalaï, de Koza et de Kipé. Mesdames et messieurs,
Ce projet n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une réponse concrète aux besoins des citoyens. C'est une tradition visible de la volonté politique de bâtir une capitale dynamique, moderne et mieux structurée. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et le Koweït entretiennent une coopération fondée sur la confiance, sur la fidélité et sur l'efficacité. Cette coopération exceptionnelle s'est encore renforcée sous le leadership visionnaire du président de la République. Le Kuwait Fund accompagne notre pays dans des projets structurants et durables. Il finance également les projets stratégiques de construction de l'échangeur d'Anko 5, un autre ouvrage majeur dont les travaux démarreront très prochainement et qui viendra à son tour transformer le paysage urbain de Conakry. Au nom du chef de l'État, le conseiller à la présidence chargé des infrastructures et des transports, ancien ministre des Travaux publics, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des martyrs de l'Axe. Il a rappelé une vérité devenue incontestable. L'Axe, longtemps stigmatisé, s'impose aujourd'hui comme un moteur du développement de la capitale. Un tournant rendu possible grâce à la volonté du président Mamadi Doumbouya de restaurer les droits des populations et de transformer durablement leur cadre de vie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence en l'honneur de tous les martyrs de l'Axe. Le 13 avril 2022, j'étais ici aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la pose de la première pierre de cet échangeur. Aujourd'hui, nous sommes de retour procéder à son ouverture officielle au bénéfice de la fluidité de la circulation, du dynamisme économique et du développement harmonieux de cette zone stratégique. Cet échangeur n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole et une force motrice du progrès. Il s'inscrit directement dans la vision, dans la dynamique du programme Simandou 2040, notamment dans son pied 3, infrastructure, transport et technologie. La vision du chef de l'État repose sur 3 axes prioritaires de la refondation. L'axe social, établir et consolider le vivre ensemble. Il faut rappeler qu'avant le 5 septembre 2021, les populations de Habdalaï, Bambeto et Koza étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination. Aujourd'hui, grâce aux actions du président Mamadi Doumbouya, l'Axe est devenu un espace de paix où les manifestations intempestives ont disparu grâce à la main tendue des autorités et aux efforts constants de réconciliation. Dans cet esprit, la visite du président au cimetière de Bambeto le 27 septembre 2021 pour honorer la mémoire des victimes des répressions politiques restera un acte fort et symbolique. Le chef de l'État a également ordonné la restauration des droits des citoyens injustement déguerpis à Koza, Bambeto, Habdalaï, Koloma, Kaporaï, Dimes et Kipé. Ils ont été indemnisés, rétablis à leurs droits fonciers et accompagnés pour construire dignement leur vie. Monsieur le Président de la République a séché leurs larmes. Par ailleurs, les événements tragiques du 28 septembre 2009 ont profondément marqué Bambeto. Un procès historique a eu lieu, des condamnations ont été annoncées, un fonds spécial d'indemnisation des victimes a été mis en place, les indemnisations sont en cours. L'axe économique, une économie compétitive et inclusive. Cet échangeur contribue à la transformation structurelle de l'économie guinéenne, l'amélioration de la circulation des biens et des personnes, la réduction des embouteillages, le renforcement de la sécurité routière, la stimulation des investissements dans la zone. L'axe politique, qui est le 3e axe, bâtir un état de droit avec des institutions fortes et crédibles. Il convient de saluer ici la participation massive des citoyens de Bambeto au scrutin référendaire du 21 septembre 2025 qui a conduit à l'adoption de la nouvelle constitution qui marque le retour à un ordre constitutionnel normal fondé sur des institutions de gouvernance participative, stable et respectée. Dans un geste symbolique fort, il a été annoncé que l'ouvrage portera officiellement le nom « Échangeur de Bambeto », un hommage direct aux habitants qui ont vécu, accompagné et parfois subi les contraintes de ce vaste chantier. Dans le cadre du programme Simandou 2040 qui comprend 122 mégaprojets et 36 réformes,
L'objectif est de doter notre pays de réseaux routiers modernes répondant aux meilleurs standards internationaux. L'échanger de Bambeto est une avancée majeure dans cette dynamique nationale. Pour honorer la contribution des populations de Bambeto à la paix, à l'unité et à la stabilité de la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que cet ouvrage porte officiellement le nom Échangeur de Bambeto. En mémoire des victimes, je tiens enfin à saluer les braves populations de Bambeto pour leur coopération exemplaire. Tout au long des travaux, aucune manifestation, aucune destruction de biens, aucune entrave. La cérémonie s'est conclue par les prières et bénédictions du grand imam de Conakry et de l'archevêque de l'église anglicane, scellant ce moment d'unité nationale. Mangenu walisa o ma président mkoduba mabe mkono malambore benu mo hakeli mo wengine ina me inu wali iwali khine ina me alu baraka ifendena nabaxe me khibe inu wali ibara mo boyasa inu wali mkodu wa madanna han tofe tofanyira yiboxi be ibara finda sabuira yiboxi khayare masige ibara finda sabuira ala namira yagi abada ala namalagine yamara nimisa abada ala namalagine lu nganigenya khiyo wa honki mo pirakita mo khadu be monsieur le président mo pirakita mo khadu be walima ina hanna bafe ko duba mi benanan tamma yati ko bu fana mangafe khefa lagina mu mangafe khefa mange wali ko wa manana konfa afala fe sorba khamanga abu khamanga na khamarafa heri na khamanga ya kui mo ko nan félicité ma mo ko duba mananambe inu wali isalo mo ko nena hanna baxe ala ke continuer. Bambeto, jadis cité frondeuse et marginalisée, se tient aujourd'hui aux avant-postes du développement national. Un quartier longtemps mis à l'écart qui retrouve sa dignité et exprime sa reconnaissance à celui qui a compris ses douleurs, ses attentes et ses aspirations, le président Mamadi Doumbouya. Et en retour, Bambeto a répondu présent, massivement, fièrement, unanimement. Merci à Fatoumata Kourouma. La ville de Conakry a donc vécu ce samedi un moment fort à l'occasion de l'inauguration de ce nouvel échangeur, une infrastructure attendue de longue date et qui va mettre fin donc au calvaire des automobilistes et des citoyens. Mais avant la cérémonie officielle d'inauguration, une lecture du Saint-Coran a été organisée, des moments de recueillement et de bénédiction fixés par nos reporters Ismaël Nabé et Marwan Kamara. Au pied de l'échangeur de Bambeto, ce jour solennel, des citoyens venus de partout à Conakry se retrouvent pour la cérémonie d'inauguration. Peu avant le traditionnel coupure des cordons inaugural, les responsables religieux procèdent à une lecture du Saint-Coran, un temps de prière destiné à placer cet ouvrage sous le signe de la bénédiction et de la protection divine. L'initiative est du secrétariat général des affaires religieuses en partenariat avec l'Iverain de Bambeto. Prier pour la prospérité, la paix, l'unité et le développement de la Guinée après l'ouverture de ce pont. Aussi prier pour le chef de l'État
qui aujourd'hui Dieu a confié la Guinée, qui dirige aujourd'hui la destinée de la Guinée. Depuis 6 h du matin, les gens sont mobilisés à la mosquée et pour la lecture du Coran, ce qui signifie que tout le monde est pour le pays, tout le monde est pour la paix, tout le monde est pour la cohésion sociale. Et ça, c'est très significatif que les Guinéens se donnent la main au moment où on a besoin de tout le monde. La réalisation de ce gigantesque ouvrage routier ici à Bambeto va permettre de favoriser la fluidité de la circulation dans cette zone stratégique de la ville. Il s'agit d'un chantier majeur attendu depuis plusieurs années par les riverains et les usagers de Conakry. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. On est vraiment très content de cette œuvre que le président de la République, Mamadi Doumbouya, a fait pour nous, donc et son gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est pas les premières infrastructures que Koweït nous a financées, c'est plusieurs infrastructures. Et au-delà de ce pont, ils viennent aussi approuver un autre pont de l'Anco 5 et d'autres ponts qui vont venir plus tard. Une inauguration placée à la fois sous le signe du développement et de la spiritualité, symbole de l'équilibre que les autorités souhaitent instaurer entre modernité et tradition. Et pendant ce temps, le vaste programme de construction de logements sociaux se poursuit avec plus de 1664 appartements en cours de réalisation sur les différents sites de Conakry. Fraîchement nommé à la tête de l'Agifil, le nouveau directeur général s'est rendu sur le terrain, une visite pour évaluer l'état d'avancement des travaux. On fait le point avec Abakar Junior Kamara. L'Agence guinéenne pour le financement du logement, Agifil, est un programme du gouvernement guinéen qui a pour mission de créer un cadre de partenariat favorable entre l'État et les promoteurs immobiliers. Pour concrétiser cette vision, le nouveau directeur général aussitôt installé se rend les grands chantiers de l'État. Première étape, la cité Ziama de Sonfonia. Ici, Kakande Imo a réalisé 8 immeubles de 160 appartements et 15 immeubles de 300 appartements. 460 appartements au total sont réalisés et les travaux de finition sont en cours. Nous avons un programme de 1500 logements. En cette phase pilote, nous avons 280 logements à livrer où le niveau d'avancement tourne aujourd'hui entre 75 et 80%. Vous avez des F3, des F4, salon et 3 chambres. Et les F3, un salon et 2 chambres. L'acquisition d'un toit décent pour tous est l'ambition du gouvernement. 44 000 hectares sont mis à la disposition des promoteurs immobiliers afin de concrétiser la vision du gouvernement. On a décidé avec l'ensemble de l'équipe de toucher du doigt les réalités, les travaux qui sont là en train de s'effectuer sur le terrain et voir l'état d'avancement. Et aujourd'hui, nous le constatons avec beaucoup de satisfaction. Et aussi, de façon générale, il y a des difficultés sur ces travaux. Aussi, nous avons constaté des remarques et ensemble, nous allons voir comment lever pour aller le plus vite à la phase de livraison. Nous sommes réconfortés ce matin d'avoir la visite à peine d'être installé du nouveau directeur de Agifil. Et ça nous permet, une fois de plus, de redoubler d'efforts et d'envisager toutes les dispositions. Les logements sociaux de Ketaya, Matoto et Sonfonia regroupent 1664 appartements pour ce projet pilote. L'ambition du gouvernement est de créer un cadre de vie décent à travers ces logements sociaux. Et nous allons parler ce soir encore du projet Simandou, au cœur de ce gigantesque projet minier. Un lieu reste encore peu connu du grand public. Il s'agit du Laboratoire national de la géologie. Et cela, vous allez le voir, que se prennent des décisions essentielles grâce à des analyses précises du minerai de fer. Notre reporter Moussa Komara a pu pénétrer dans cet espace où la science guide chaque étape de l'exploitation. Regardez. Derrière l'ambition minière de Simandou, un centre discret presque silencieux, mais stratégique. Voici le laboratoire national de la géologie, le cœur scientifique du plus grand projet minier du continent africain. Cette infrastructure ultra-moderne, avec des équipements de pointe, est plus qu'un bâtiment. C'est un centre névralgique de contrôle, d'analyse qui guide les décisions, valide les processus et anticipe les risques. Sans le labo, on peut se dire oui qu'on n'est pas minier, mais on se contentera uniquement de ce que les miniers nous donneront. Donc le labo, il intervient en amont et en aval. Ce qui a fait que le labo a été très prompt dans la réalisation de ce laboratoire, dans l'achat des équipements, dans la formation des cadres. Tout ce que le projet produit ou
nous produira, nos laboratoires seront capables d'analyser tout. De l'arrivée de l'échantillon au rapport final, chaque étape est chronométrée. Des tests complets exécutés avec une précision chirurgicale. Nous n'avons pas droit à l'erreur parce que les données que nous obtenons à travers les analyses, ces données-là sont utilisées par l'administration fiscale pour l'ensemble des taxes. Et alors, c'est à ce niveau que nous obtenons une valeur ajoutée. Derrière ces analyses se cache une rigueur sans faille. Normes ISO, procédures de qualité, traçabilité. À travers cet outil, l'État guinéen entend s'assurer que le développement minier rime avec responsabilité et durabilité. Nous sommes conscients que la bauxite qu'on exploite et qu'on exporte est une bauxite qui doit être évaluée, qui permet à l'État, afin de faire une évaluation par rapport aux qualités et à la quantité. Dans ces laboratoires, on ne manipule pas seulement des échantillons, on manipule l'avenir d'un projet colossal. Entre science, technologie et responsabilité, ces hommes et ces femmes veillent à ce que chaque donnée soit juste, chaque décision soit éclairée. C'était également le plus grand rendez-vous de la transformation numérique sur le continent africain. Les travaux du Transform Africa Summit 2025 ont pris fin ici à Conakry. La dernière journée a été marquée par la mise en avant du potentiel de la jeunesse guinéenne et des avancées technologiques. Le Premier ministre salue un sommet qui projette notre pays au cœur de la transformation digitale du continent. C'est un reportage de Hadi Kamara. Depuis 3 jours, Conakry a vibré au rythme du sommet phare du continent, avec une forte participation des leaders africains, des entreprises, des innovateurs et de jeunes. L'événement veut renforcer les initiatives technologiques et digitales susceptibles de transformer l'avenir du continent, tout en engageant un dialogue direct avec la jeunesse afin d'ouvrir une voie à un futur numérique plus dynamique et connecté. Le capital humain constitue notre plus grande richesse et je pense que les bases sont en train de se mettre en place. Lorsque nous embrassons un développement, il est essentiel de toucher aux causes, aux problématiques, aux défis de notre société en incluant le maximum possible ces jeunes femmes et ces jeunes filles. Ici, 3 jours de débats intenses, de rencontres décisives et de promesses axées sur la manière dont l'Afrique peut exploiter le potentiel de la technologie pour relever les défis socio-économiques. L'Afrique entre à partir maintenant dans l'ère numérique comme acteur souverain. 3 appels d'action. Au gouvernement, de la planification au delivery. Au secteur privé, l'Afrique cherche des bâtisseurs. À la jeunesse, continuer à inventer, coder, créer et transformer. La jeunesse est un acteur clé de l'avenir numérique du continent, d'où la nécessité de renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes en matière de compétences numériques, d'accès au financement et de création d'un environnement propice à l'innovation. C'est un défi pour les décideurs qui doivent aller plus vite pour ne pas être déphasés. C'est un défi parce que la Gen Z, elle est là, impétueuse, impatiente, qui des fois bouscule la Guinée à travers les orientations du président de la République, le président Mamadi Doumbouya. C'est très clair. Nous faisons confiance à la jeunesse. Notre rôle en tant que dirigeants, c'est d'impulser et de développer le capital développement humain, développer l'intelligence, permettre aux jeunes de tous les horizons de bénéficier des accompagnements indispensables pour être les hommes et les femmes de leur temps. Des prix dédiés à l'innovation sont décernés aux lauréats. On assiste également à la dédicace d'un livre coécrit par la ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique et son homologue tchadien du numérique, préfacé par le Premier ministre chef du gouvernement. Le livre est intitulé Intelligence artificielle et gouvernance en Afrique, le continent,
unie autour de sa destinée numérique, a trouvé dans cet élan un puissant signal de départ. Sur le front de la valorisation de notre patrimoine maintenant, le ministère de la Justice prend une initiative inédite. C'est l'organisation des journées des sceaux qui vont être lancées ce lundi. Il s'agit en termes clairs de faire comprendre l'origine et la signification profonde de nos symboles républicains. Les débats vont donc porter sur le sens de notre drapeau et ses trois couleurs, les paroles de notre hymne national, mais aussi notre devise ainsi que les armoiries de la République. Une vaste campagne de vulgarisation que nous explique Tierno Younoussaba. Vers les journées des sceaux de l'État, un moment pour des historiens, hommes de culture, professionnels de la justice et universitaires d'expliquer la notion et l'usage des symboles comme le drapeau, les armoiries, l'hymne national et la devise. Un exercice républicain pour informer l'opinion sur les symboles qui incarnent l'histoire, les valeurs et les aspirations du peuple. Des repères fondamentaux qui unissent les citoyens. Les sceaux constituent un symbole de souveraineté, un symbole qui ne peut faire l'objet de cession, qui ne peut faire l'objet d'hypothèque, qui ne peut faire l'objet de gage. C'est un symbole qui fait connaître la République de Guinée sur la scène internationale. Ces journées mettent en lumière l'origine, la signification des symboles de l'État et leur importance dans la vie politique et culturelle de la Guinée. Allez voir porter ces couleurs nationales, vous faites une confusion entre le drapeau malien et le drapeau guinéen. La technique de porter ces couleurs doit être enseignée à tout le monde et doit être respectée par tout le monde. Quand vous prenez par exemple notre emblème, la signification de notre emblème n'est pas maîtrisée par tout le monde. Et quand vous prenez la devise qui comporte trois mots-clés, travail, justice, solidarité. Peu de Guinéens, de la structure jusqu'à la base, pourront vous donner avec exactitude la signification de chacun de ces termes. Et ces termes ne sont pas choisis au hasard. Le choix de nos couleurs nationales par les fondateurs de notre pays, chaque couleur a sa signification. Ce n'est pas un fait de hasard. La récente présentation du sceau au président de la République symbolise la souveraineté. Le sceau vise donc à authentifier l'autorité d'un acte. Sa gestion est confiée au ministre de la Justice, d'où son appellation garde des sceaux. Ces symboles assurent la continuité entre la lutte pour l'indépendance et la Guinée moderne et leur renforcent le vivre ensemble en dépit des diversités liées aux ethnies, aux langues et au patrimoine socio-culturel. En clair, ils incarnent l'autorité de l'État et renforcent l'identité nationale. Dans l'actualité encore, je le disais tout à l'heure, au sommaire, entre la Guinée et la Banque mondiale, un nouveau cadre de réflexion est établi. Il s'agit de définir la stratégie de partenariat pays-Banque mondiale 2026-2031, un partenariat en harmonie avec le programme Simandou 2040 et qui cible plusieurs secteurs d'activité dont l'agriculture et l'énergie. Mohamed Seyar Souma pour des explications. Plusieurs membres du gouvernement face aux experts de la Banque mondiale. Des échanges sur la stratégie de partenariat pays de la Banque mondiale 2026-2031. Pour l'énergie par exemple, le gouvernement plaide pour l'appui de la production en plus du développement du réseau. Mais ce nouveau programme quinquennal se veut multisectoriel. C'est pour définir les priorités du gouvernement guinéen. Et fort heureusement, toutes nos préoccupations ont été prises en compte dans ce que nos partenaires, notre banque, la Banque mondiale nous a présenté. C'est un processus itératif. On est au milieu parce qu'il y a eu beaucoup de concertation. Parmi les thèmes débattus, l'agriculture, le corridor Simandou et le capital humain. Preuve de la cohérence du partenariat Banque mondiale 2026-2031 avec le programme Simandou 2040. On a un programme de presque 1,5 milliard du côté du groupe de la banque, accompagné par la SFI
également qui a presque 300 millions. Donc, alors on ambitionne, parce que le programme Simandou, c'est 200 milliards sur 15 ans, avec 120 projets. Et donc, nous, on va faire 3 choses qu'on voudrait faire. Se focaliser, choisir les secteurs qui peuvent être transformateurs pour le pays et utiliser le point d'entrée, ces corridors que le pays a créés. Ce nouveau partenariat entrevoit la création d'emplois, d'où la prise en compte du secteur privé. En travaillant avec le secteur privé, sera de nous assurer que nous supportons non seulement les plus grosses entreprises, mais aussi les plus petites. Et pouvons supporter toute cette jeunesse et cette innovation que l'on sent bouillir en Guinée. Pour le partenariat Banque mondiale 2026-2031, ce n'est pas qu'avec le gouvernement. Les réflexions seront élargies à la société civile. Le ministère du Travail et de la Fonction publique décide de mettre fin à une injustice qui touche des milliers de fonctionnaires guinéens. Ce samedi, les examens professionnels ont été lancés à Conakry et dans certaines régions du pays. Ces examens visent à donner la possibilité aux agents de passer d'un grade à un autre, d'une hiérarchie à une autre. Retour sur cette journée de lancement à l'école primaire de Kipé avec Mamadi Ternakamisoko. C'est un grand jour pour des milliers de fonctionnaires longtemps bloqués dans leur évolution administrative. À Conakry, le ministre du Travail et de la Fonction publique procède au lancement officiel des examens professionnels 2025. Au total, 15 542 agents de hiérarchie C, B1 et B2 souhaitant accéder au grade supérieur sont concernés par cette grosse opération organisée simultanément dans les régions administratives du pays. Au-delà de la symbolique, ces évaluations professionnelles qui mobilisent de nombreuses femmes visent à rétablir les fonctionnaires dans leurs droits et à garantir une progression de carrière plus juste et plus transparente. Vous savez, il y a des fonctionnaires qui sont dans l'administration publique il y a plus de 10 ans, 15 ans. Ils sont au même statut, la même hiérarchie, même grade, même échelon. Ils n'ont pas connu de progression. C'est un grand problème de carrière. Donc le président de la République, dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, il a demandé à ce qu'on organise ces examens, comme le prévoient les textes de loi. Et à l'issue des résultats, beaucoup de fonctionnaires changeront d'hiérarchie, beaucoup changeront de grade et beaucoup changeront d'échelon. Dans la zone spéciale de Conakry, ce sont plus de 5000 agents qui affrontent les différentes épreuves dans les centres retenus. Sur place, l'organisation technique et la mobilisation des acteurs du secteur offrent des garanties sur le bon déroulement du processus. J'ai fait plus de 7 ans, sans grade, vraiment, je suis très contente. Les sujets étaient abordables et ce qui m'a impressionné encore, il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y a des gens qui ont fait 10 ans sans changement de hiérarchie et dans le protocole de la signature du statut particulier, c'était un point très important qui a été cité. Désormais, plus question pour un fonctionnaire de déposer individuellement une demande de reclassement de grade, d'échelon ou de hiérarchie. Pour plus de transparence et de justice sociale, les examens professionnels seront organisés de manière régulière afin de répondre aux attentes de toutes les catégories de fonctionnaires. Ces examens professionnels ont aussi été lancés dans toutes les régions administratives du pays. Ce concours professionnel est élargi à tous les corps de l'administration publique et il s'inscrit dans un programme visant à améliorer la capacité d'intervention des fonctionnaires guinéens. Voici le tour d'horizon proposé par Ibrahima Oulem Fofana depuis Farana. Dans la région administrative de Farana, les 1014 candidats sont repartis entre 3 centres. C'est le lycée Gamal Abdel Nasser de Farana qui a servi de cadre au lancement des épreuves à 10 h par le gouverneur de la région administrative de Farana, accompagné du préfet et de l'inspecteur régional de l'administration publique qui supervise ces examens dans le Sankaran. À Kankan, 1844 candidats pour 12 profils affrontent également les épreuves et le lancement officiel est fait au lycée 3 avril. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de la préfecture accompagné du superviseur régional des examens à Kankan. En Zérékoré, 1982 candidats sont repartis dans 5 centres d'examen de la capitale forestière. Chaque candidat est soumis à un questionnaire de 60 questions. À Mamou, les examens professionnels ont été officiellement lancés ce matin au lycée collège El Haj Aboubakar Doukouré. C'est dans cette salle
des agents de santé que le gouverneur de région a procédé au lancement des épreuves. 666 candidats venus des 3 préfectures de la région ont été répartis dans 2 centres. Dans la cité de Karamoko Alpha Molabé, 1259 candidats pour ce concours sont répartis entre 3 centres. Un concours pour toutes les hiérarchies inférieures confondues. À Boké, 163 candidats affrontent les épreuves de ces examens professionnels. Ici, à l'école primaire du centre, le lancement officiel est présidé par le chef de cabinet du gouvernorat, accompagné du superviseur délégué à Boké. Dans la ville des Agrumes, nous sommes à Kindia. Ici, au collège Tafouri également, les épreuves sont lancées à 10 h. Il faut rappeler que ce présent concours élargi à tous les fonctionnaires devra permettre aux candidats de quitter de la hiérarchie C pour B1, B1, B2 et B2 pour A1. Merci à Ibrahima Oulem Fofana. Au même moment, la Guinée et ses partenaires travaillent pour alphabétiser plus de 2 millions de jeunes et adultes d'ici à 2040. Un défi que le ministère de l'enseignement préuniversitaire tente de relever à travers la validation d'un manuel de procédure. L'outil va permettre à tous les partenaires techniques et sociaux de s'impliquer pleinement à résoudre le fléau d'analphabétisme en Guinée, surtout dans les zones rurales. Abdul Aziz Baldé. En Guinée, le taux d'analphabétisme est estimé à 68% selon l'Institut national de la statistique réalisé depuis 2016. Ce taux est plus élevé chez les femmes avec plus de 115% et la majorité de cette population se trouve dans les zones rurales. Pour inverser cette tendance, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle, travaille pour des résultats concrets. Chaque fois qu'on veut faire un programme d'alphabétisation, il faut toujours réactualiser parce que ce qui est la vérité hier, aujourd'hui elle ne l'est pas. Donc c'est ce qui fait qu'on a fait la révision de ce manuel de procédure qui a été élaboré depuis 2023 pour vraiment enlever ce qui n'est plus d'actualité maintenant et mettre ce qui est d'actualité. Aujourd'hui, le MEPUA explore une main-d'œuvre qualifiée pour une gouvernance locale renforcée. C'est dans cette optique qu'un plan stratégique de mise en œuvre du programme d'alphabétisation de plus de 2 millions de jeunes et adultes a été élaboré avec le concours des partenaires techniques et financiers. Nous devons travailler avec les ONG qui sont les acteurs sur le terrain. Il faudrait bien que ce manuel-là définisse les rôles et les responsabilités de chaque acteur. L'obligation d'utiliser nos langues nationales désormais dans notre administration et autres fait partie des propositions qu'il y a dans la nouvelle constitution. Mais pour le faire de manière efficace, il faut bien que nous ayons des services qui participent à la promotion de ces langues, à la conceptualisation, à l'étude et tout de ces langues pour les rendre beaucoup plus accessibles aux apprenants. Plus qu'un simple outil, ce manuel de procédure d'alphabétisation et d'éducation non formelle reste un véritable guide destiné aux autorités administratives et locales, mais aussi à des opérateurs en alphabétisation. Et voilà qui nous amène à parler de la promotion du secteur privé. L'on vient de jeter un regard neuf sur la lettre de politique nationale en vue de son amélioration. Les travaux ont réuni tous les acteurs du secteur privé conduits par la Direction nationale de la promotion du secteur. Après une étude diagnostique faite par consensus, la validation technique de ce rapport vient d'avoir lieu ici même à Conakry. Abdul Karim Kamara. Jusque-là, les paramètres de l'appareil de promotion du secteur privé passaient à la loupe. Un projet de révision de la lettre de politique nationale en la matière. À la Direction nationale de promotion du secteur privé, il est désormais question d'élaborer le rapport diagnostic avant de passer à la validation technique et à la stratégie opérationnelle de la nouvelle lettre. Le général Mamadou Doumbouya, le président de la République de Guinée, qui a une vision qu'il porte. Cette vision, elle parle à tout le secteur privé. Nous, aujourd'hui, nous voulons répondre présent. Cet appel, nous voulons également répondre à l'attente de notre ministre que nous pas de réforme. Pour nous, c'est un moyen de contribuer à la réflexion commune. C'est un moyen également d'associer le secteur privé à ce vaste programme de développement. Donc, nous avons dit, il faut réfléchir de nouveau. Auprès des parties prenantes, le ministère de l'Industrie et des PME nourrit l'ambition de mettre en place une stratégie opérationnelle pragmatique et que celle-ci soit ancrée dans la réalité nationale. Il faut que cette politique permette à chaque acteur économique d'avoir part à la construction nationale. Et nous souhaitons que le contenu local passe le cap des textes et que nos entreprises puissent effectivement en jouir. J'invite
chacune et chacun de vous à s'impliquer activement dans les échanges, à partager vos expériences et à proposer des solutions innovantes capables de transformer durablement notre tissu économique. Notre objectif commun est clair: bâtir un secteur privé inclusif, performant et durable, moteur d'une croissance équitable et d'une meilleure répartition des richesses. La nouvelle lettre de politique nationale de promotion du secteur privé devrait permettre d'améliorer durablement le climat des affaires, faciliter l'accès au financement et accroître la compétitivité des entreprises guinéennes. On en vient maintenant au vol à la tire à moto dans la capitale. Vous le savez, mesdames et messieurs, le phénomène prend des proportions qui inquiètent non seulement les citoyens, mais préoccupent aussi les autorités. Pour lutter donc efficacement contre ce fléau, la Direction générale de la police nationale vient de se doter de quelques motos. L'objectif est de permettre aux unités engagées dans la lutte contre le banditisme de rattraper rapidement les malfaiteurs qui opèrent à moto. On fait le point avec le colonel Morikaba. Ces derniers temps, une nouvelle forme de vol se multiplie dans les rues de Conakry. Le vol à la tire à moto. Des individus circulant à grande vitesse arrachent téléphones, sacs, perruques ou autres objets des mains de piétons, ciblant particulièrement les femmes. Pour répondre aux préoccupations des populations et enrayer ce phénomène, la Direction générale de la police nationale a mis à la disposition des services opérationnels de nouvelles motos. Ces engins renforcent les unités déjà engagées dans la lutte contre le banditisme et améliorent la rapidité des interventions sur le terrain. Ces motos ont pour mission d'éradiquer la grande criminalité et la petite délinquance, et je vous invite de lutter efficacement contre ce fléau qui est aujourd'hui un phénomène qui commence à inquiéter la population, c'est-à-dire le vol à la tire sur les motos, et parfois même c'est suivi de mort d'homme. C'est pour cela que la Direction générale a réfléchi comment lutter efficacement contre ce fléau. Pour les bénéficiaires déjà mobilisés au quotidien dans la lutte contre le banditisme, l'arrivée de ces motos vient combler un vide et accroître considérablement leurs capacités opérationnelles. Au jour d'aujourd'hui, on est confronté à une autre forme de banditisme, de délinquance, voire même de criminalité par la suite. C'est le vol à la tire. Pour éradiquer à cela. Et ça semble bien que ça se fait sur la moto ou en complicité avec les taxis motards. Quand ça vient, ça tire, ça rentre dans les quartiers. Les véhicules ne peuvent pas les poursuivre. Pour corriger cet aspect, dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, le genre Guinée Bassori a trouvé des motos pour des unités opérationnelles pour éradiquer ce fléau. Nous sommes engagés à plus d'un titre derrière lui comme un seul homme pour pouvoir sécuriser la population guinéenne et leurs biens. L'acquisition de ces motos devrait permettre à la police nationale de renforcer la sécurité dans les rues, de mieux traquer les fauteurs de troubles et rassurer davantage les citoyens quant à leur sécurité. Dans le reste de l'actualité, le 5e pilier du programme Simandou 2040 consacré à la santé et au bien-être se concrétise au CHU d'Onka. L'hôpital engage une modernisation de ses pratiques et développe des chirurgies de pointe. L'établissement vient donc d'accueillir des experts européens de l'organisation Les Enfants de l'Aïr. C'est pour lancer les premières interventions de célioscopie, une technique chirurgicale pratiquée dans les plus grands centres hospitaliers du monde. Venu de France, à l'invitation des responsables du CHU d'Onka, engagés à réduire les évacuations sanitaires, ces chirurgiens se préparent à procéder aux côtés de leur homologue guinéen à une célioscopie, une technique chirurgicale jusque-là jamais réalisée en Guinée. Pour cette première expérience, les chirurgiens doivent extraire la vésicule biliaire sans ouvrir l'abdomen du patient. La céliochirurgie est une technique mini-invasive, comme vous l'avez vu, qui est vidéo-assistée et qui consiste à réaliser une intervention chirurgicale dans la cavité abdominale via de toutes petites incisions, comme vous l'avez vu, qu'on a réalisées au niveau de la paroi et dans lesquelles on introduit des trocars
pour visualiser les organes et pouvoir réaliser une opération. Au bout d'une demi-heure, le succès est au rendez-vous. Le CHU Donka vient de réaliser sa première cœlioscopie. Une autre étape est franchie dans l'évolution de l'hôpital national qui modernise de plus en plus ses pratiques médicales. C'est un challenge pour eux d'acquérir cette technique. Et par ailleurs, c'est une technique, elle diminue les douleurs post-opératoires, elle diminue certains risques infectieux post-opératoires, elle permet des durées de séjour très courtes à l'hôpital et les patients peuvent reprendre une activité professionnelle très rapidement. Ceci est à l'intérieur d'une vision, autant au niveau du président de la République, Mamadi Doumbouya, que du premier ministre, que du ministre de la Santé, du concessionnaire, de tous les employés de l'hôpital national Donka, de développer des techniques qui permettent de donner des soins de qualité aux Guinéens ici en Guinée. Depuis 3 ans, de multiples missions médicales se succèdent au CHU Donka pour le transfert de compétences et conformément aux engagements de la concession canadienne, rehausser le niveau de la prise en charge médicale. Considéré comme le symbole de la refondation dans le système de santé, l'hôpital national travaille à devenir un pôle d'excellence dans la sous-région. Programme de coopération Guinée-UNICEF, la région de Farana vient d'abriter la revue régionale des plans de travail 2025 ainsi que l'élaboration des plans 2026-2027. Cette rencontre vise à évaluer les progrès réalisés à l'issue de la dernière année de mise en œuvre du programme 2018-2023. Elle a permis aussi de préparer les plans de travail opérationnels pour 2024 et 2025. On fait le point à Farana avec Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. À Farana, les partenaires de l'UNICEF, des cadres du plan ainsi que d'autres responsables sectoriels impliqués dans la protection des droits de l'enfant et des femmes sont en concertation. Ici, il est question de capitaliser les changements positifs apportés au contexte de programmation et d'examiner la performance du programme. L'UNICEF, son objectif principal, c'est comment les enfants peuvent jouir pleinement leurs droits. Et pour cela, c'est un centre respect. La santé intervient, la jeunesse intervient, l'éducation, la protection sociale. Donc tout ceci sont des domaines qui interviennent pour que les enfants puissent jouir pleinement de leurs droits. Nous prenons en fait attache avec la réalité du terrain, notamment par des visites et faire des constats. Par la suite, proposer des recommandations pour l'amélioration des plans de travail annuels des exercices suivants. Au cours de cette revue annuelle, les participants vont également se pencher sur les changements intervenus dans la situation des enfants et des femmes. La possibilité d'impliquer ce programme de coopération Guinée-UNICEF ici à Farana est aussi abordée. Les attentes seront vraiment qu'avec les services partenaires et l'appui des autorités des deux régions, de beaucoup plus renforcer nos interventions et donc au bénéfice des populations des deux régions. Je vous invite donc à faire preuve d'objectivité, de rigueur et d'engagement tout au long de vos travaux, afin que les conclusions de cette revue servent de levier stratégique pour l'amélioration continue des programmes au bénéfice des populations. Durant cette rencontre d'échange et de partage, les acteurs ont tout de même apprécié les progrès accomplis dans la réalisation des résultats tels qu'ils ont été définis dans les plans de travail pour l'année 2023. Ils ont par ailleurs émis des réserves sur des manquements constatés. Des recommandations sont faites pour la bonne exécution du programme pays. Et puis dans le cadre du programme de mentorat pour l'épanouissement professionnel des jeunes filles, l'ONG Une fille, un avenir a officiellement lancé ses activités. La cérémonie a été présidée par Fanta Conté, conseillère nationale, qui à travers un panel a partagé son parcours exceptionnel afin d'inspirer la nouvelle génération. Abdoulaye Diallo. Le projet d'appui à la gouvernance locale mis en œuvre par l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC se concrétise peu à peu dans la région de Boké. Cette formation, qui regroupe les acteurs locaux de la région, en est une parfaite illustration. Il s'agit de renforcer leur aptitude pour mieux maîtriser les outils didactiques liés au changement climatique et à la vulnérabilité sociale en faveur des communautés. L'objectif de cet atelier, c'est l'internalisation de manière de procédure de suivi et évaluation en Afrique. Il s'agira essentiellement d'intégrer
dans le manuel les aspects liés au changement climatique et aux aspects sociaux qui doivent caractériser désormais le fonctionnement de tous les organes qui sont au niveau de l'ANAFIC. Il s'agit surtout d'opérationnaliser ces aspects-là au niveau des communautés qui, dans le cadre de la préparation de leur plan de développement, doivent intégrer tous ces aspects. L'intégration de ces outils de procédure du dispositif de suivi et évaluation de ce projet dans les autres manuels qui existent déjà pourrait favoriser le rapprochement des administrateurs locaux aux administrés dans le cadre de la planification de leur projet de développement. Cette rencontre parle de changement climatique en République de Guinée et naturellement dans la région administrative de Boké. Aujourd'hui, on cherche à rapprocher les administrateurs des administrés. Cette politique nationale du développement communautaire est une initiative de l'État guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, un projet financé par la Banque mondiale. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était donc là le compte-rendu de Younoussa Tawel Kamara à Boké, où les acteurs locaux de l'ANAFIC viennent donc de renforcer leur connaissance des outils liés au changement climatique et à la vulnérabilité sociale. On revient donc sur cet élément que j'annonçais tout à l'heure dans le cadre donc du programme de mentorat pour l'épanouissement professionnel des jeunes filles. L'ONG Une fille, un avenir a officiellement lancé ses activités. La cérémonie a été présidée par Fanta Conté, conseillère nationale, qui à travers un panel a donc partagé son parcours exceptionnel afin d'inspirer la nouvelle génération. Ablé Diallo. Inspirer, éduquer et soutenir, ce sont ces valeurs qui encadrent la mission de l'ONG Une fille, un avenir, désormais active en Guinée. L'ONG ambitionne de créer un environnement favorable à l'autonomisation sociale et économique des jeunes filles. Pour y parvenir, elle mise sur le développement des compétences personnelles, professionnelles et sur la promotion du leadership féminin. Une fille, un avenir est connue sous le nom d'un programme de mentorat qui est dédié à l'épanouissement professionnel des jeunes filles. Il a été initié depuis 2021 mais formalisé en 2024 et nous avons pu accompagner plus de 300 filles dans le cadre de leur épanouissement personnel mais aussi professionnel dans 3 pays, la Guinée, le Mali mais aussi la RDC. Nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire d'agir et d'aller dans la durabilité. C'est dans ce sens que nous avons décidé de structurer notre programme en ONG. Autonomisation, épanouissement et engagement citoyen, tels sont les piliers sur lesquels repose cette initiative qui vise à former une nouvelle génération de femmes leaders en Afrique francophone. Je suis très contente aujourd'hui de faire partie donc de cette aventure qui aide les filles non seulement à se fixer des objectifs, mais qui crée un environnement favorable pour l'émancipation et l'autonomisation de la jeune fille. Selon les initiateurs, ce programme constitue un levier essentiel pour réduire les inégalités et favoriser le potentiel de la jeune fille guinéenne. À présent, le contenu de ce communiqué du Conseil national de la transition. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le lundi 17 novembre 2025 à 15h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'heure du jour de cette plénière est consacrée à l'examen et la délibération sur 1. Le volet dépenses de la loi de finances rectificative exercice 2025. 2. L'accord de prêt concessionnel relatif au projet Guinea Safe City entre la République de Guinée et la Banque d'import-export de Chine. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre, chef de gouvernement, le président des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de la Défense nationale, les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs de missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry,
le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 14 novembre 2025, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Des actions d'assainissement se multiplient pour rendre Conakry propre. En plus des efforts que déploient les services de l'État en charge de la salubrité, des entreprises citoyennes ne cessent d'emboîter le pas. Les artères publiques des communes de Sonfonia et de Tombolia ont reçu cette semaine des coups de balai. Voici le reportage de Mohamed Lamine Camara. Des initiatives citoyennes se multiplient au quotidien contre l'insalubrité à Conakry. Au-delà des efforts consentis sur le terrain par des structures étatiques, des entreprises citoyennes de leur côté accompagnent des actions de nettoyage des artères publiques des communes. L'entreprise Kabalaba Mining a décidé de venir en aide au ministère de l'hydraulique pour essayer d'accompagner les différentes communes afin d'assainir leur localité. On a décidé de se regrouper à la T6 pour travailler sur l'axe de T6 Sonfonia jusqu'à la T8. Une autre équipe qui va continuer à l'opposer en partant vers la T5 et T4. Et une troisième équipe qui est déjà en train d'opérer sur l'axe T5 Anta. De la commune de Sonfonia à celle de Tombolia, l'entreprise Kabalaba Mining se mobilise pour débarrasser ces grands carrefours de leurs immondices. Nous avons bénéficié d'un renfort. Un renfort important provenant de l'entreprise Kabalaba afin que l'assainissement puisse être fait à l'intérieur d'une campagne le long de la route Le Prince, le long de l'autoroute et sur nos transversales. C'est un sentiment de joie de voir nos citoyens mobilisés des deux communes de Tombolia et Sonfolia pour une cause commune. Avec des moyens mis à disposition aussi par l'autorité, donc nous sommes tenus de se lever comme un seul homme pour lutter contre l'insécurité et rendre notre commune propre. Pour que la capitale Conakry retrouve la propriété d'antan, il va falloir que ces genres de citoyenneté se perpétuent au quotidien dans les quartiers et même dans les secteurs. À Cancan, des appareils orthopédiques et autres outils nécessaires sont mis à la disposition des personnes porteuses de handicap. C'est le fruit du partenariat entre Conakry et Paris pour lutter contre des inégalités et faciliter la mobilité pour les bénéficiaires. Yamokaba. C'est une gamme très variée de matériel adapté permettant aux personnes vivant avec handicap d'être autonomes dans leurs activités quotidiennes. Des fauteuils roulants, tricycles et plusieurs accessoires de mobilité mis à la disposition de l'Alliance pour la gouvernance et les initiatives locales agiles pour accompagner le ministère de la promotion féminine. Ce fauteuil roulant va désormais me permettre de mener mes activités avec plus d'aisance. Tout ça là, c'est pouvoir les encourager, les motiver dans leur activité et que après qu'ils aient ces appareils-là, qu'ils cherchent à s'exécuter, à faire autre chose et à bannir vraiment la mendicité. En provenance de la France, ce dispositif de mobilité est le fruit de la coopération internationale. Un citoyen capverdien résidant à Lyon, une ville de l'Hexagone, est l'un des soutiens. À travers ses amis français, le partenariat d'Agile se renforce pour répondre aux besoins des communautés. Ces fauteuils ont été octroyés à l'ONG Agile à travers un compatriote capverdien du nom de Semedo Roger. Il s'agit de contribuer à réduire un peu la pénibilité de la mobilité de ces personnes vivant avec handicap. L'Alliance pour la gouvernance
et les initiatives locales en ont à revendre. Dans plusieurs domaines, beaucoup d'heureux sont enregistrés dans ces zones d'intervention. Une démarche porteuse d'espoir pour inciter les Guinéens de l'étranger à investir au bercail. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.